Bienvenue au jardin vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr. News Jardin TV vous propose Bienvenue au Jardin, une émission 100% nature, animée par Patrick Mulan et Roland Motte. Eh bien, le bonjour à tous. J'espère que vous êtes bien réveillés. Là, on est au début du week-end. Nous sommes le 18 septembre et c'est le 261e jour de l'année, le 27e jour du signe astrologique de la Vierge. Et le deuxième jour complémentaire, et c'était le jour du génie, je ne sais pas si c'était très génial, en tous les cas, nous, on va en faire le jour de l'estragon, parce que c'est une plante vraiment sympa. Ah oui, estragon, dans le langage des oiseaux, tu sais, le langage qui relie les choses un peu, je te parlais l'autre fois de maladie, maladie, eh bien là, c'est les dragons. On dit l'estragon, mais c'est les dragons. Pourquoi? Parce que c'est la plante des dragons. Il faut toujours en avoir, surtout si des dragons volent au-dessus du jardin. Exactement. Alors, c'est vrai que le nom scientifique de l'espèce, parce que c'est Artemisia au niveau du genre et Dracunculus au niveau de l'espèce, eh bien ça signifie littéralement petit dragon. Et à l'époque de Pline l'Ancien, on croyait tout simplement que l'estragon assurait la protection contre toutes les bêtes venimeuses, dont également les dragons. Alors on l'a appelé de plein de noms, cet estragon, petit serpent, dragonne, serpentine, herbe dragon, etc. Donc c'est une plante qui n'est pas originaire de notre pays et qui a été introduite en France par les croisés à la fin du XIIIe siècle, et on a petit à petit donc cultivé ça. Alors je crois que toi tu as une petite anecdote par rapport à l'estragon. Qui ne me fait pas rire du tout. Alors moi je vais me marrer avant. Bah, tu m'étonnes. Je me suis fait avoir parce que j'ai planté dans le jardin de l'estragon russe. Et c'est joli. Et attends, 1 mètre de haut, superbe, ça se développe et tout. Par contre, Tintin, ça sent rien du tout. Il faut mettre de l'estragon français pour que ça soit efficace. Alors l'estragon français, bah, il vit moins longtemps, il vit 3-4 ans, mais par contre, il a un vrai parfum. Alors tu as raison, parce que ce sont deux espèces différentes. Ce n'est pas forcément deux plantes qui viennent d'un pays différent. Je vous ai dit donc notre estragon français, donc qui est vraiment, vraiment parfumé. C'est formidable. D'ailleurs, on l'utilise dans la sauce béarnaise, par exemple. Oui. C'est la c'est base. donc Artemisia dracunculus, alors que le russe, c'est Artemisia dracunculoides. Ça veut dire qui ressemble au dracunculus. Donc on n'est pas en dans attendant, tu te fais avoir quand tu l'achètes et ça, c'est dommage. Exactement. On se fait avoir et c'est dommage, et j'espère que vous ne le ferez pas. Ça sonne, mon cher Roland. Oui, Alors... Thibaut Fa. Il nous demande, une fois que l'amendement de base a été incorporé en terre et que les diverses cultures sont lancées, les haies, les pelouses, les potagers, comment maintenir au fil des années une bonne richesse de la terre sous chacune de ces cultures? Il ne faut pas croire qu'à partir du moment où vous avez agi de façon bénéfique pour le jardin, ça va durer ad vitam aeternam. Malheureusement. Donc, lorsque vous avez bien bossé, que vous avez bien incorporé votre amendement, etc., et que, comme nous dit Thibaut Fab, vous avez lancé des cultures, eh bien, on va entretenir ces cultures. Parfois même, on va les alimenter encore en leur apportant un fertilisant. Alors ça, je parle plutôt au potager, mais même d'ailleurs sur les cultures à long terme. Mais au bout d'un moment, cette réserve nutritive que vous avez mis au sol, elle s'est envolée comme par miracle. Alors même si, effectivement, les plantes sont capables, et plus que capables, elles le font en permanence, de générer de l'alimentation par la photosynthèse, elles créent un enrichissement, ça ne suffit pas. Non, et d'ailleurs, c'est le principe de l'amendement. On apporte une matière organique souvent pour corriger un sol. Je vais parler au potager, par exemple. Mais si ça ne sert à rien la première année. Ça se fait sur la durée. Donc, ça se fait chaque fois. On va renouveler l'apport de compost ou même l'apport de tourbe, par exemple, si on veut alléger, ou de sable, éventuellement. Mais ça va se renouveler chaque année. Voilà, parce que ça s'épuise, parce que ça s'intègre au sol, parce que tout simplement, recréer
un milieu idéal qu'on appelle la terre franche en langage jardinier, ben c'est du travail permanent. Donc, vous devez, sur les cultures pérennes, c'est-à-dire les arbustes, les vivaces, les arbres, les haies, etc., ajouter peut-être chaque année un paillis de compost. Et puis après, ça va s'incorporer par l'activité des vers. C'est d'ailleurs le cas du paillage qu'on est obligé de renouveler chaque année. Pourquoi ? Parce que le paillage végétal, il a tendance à être consommé par le sol. Exactement. Alors, mon cher Roland, on avait oublié une petite chose au début de cette émission, c'est que je pense quand même qu'il y a des dictons qui sont liés à la saison. Aujourd'hui, c'est la Sainte Nadège, et je trouve que c'est dommage de ne pas lui rendre hommage. Oui, moi, j'ai rien voulu dire, mais bon, je t'ai laissé finir. Et donc, c'est aussi la Sainte Ariane aujourd'hui. Oui. Et on l'oublie trop souvent que c'est la Sainte Ariane, et à la Sainte Ariane, on récolte les gentianes, du moins dans le Massif central, dans les Vosges et dans le Houdou. On récolte les racines de gentianes, c'est la période. Elles sont plus fleuries, là. Ah non, c'est fini. Là, je parle de la grande gentiane jaune. Hein. Alors, tu m'as mis une petite note, là. Il faut 30 ans pour obtenir des racines correctes ? Oui, parce que c'est une vivace, évidemment, qui va se développer, parce que si on veut la distiller, oui, évidemment, tu connais sans doute l'alcool de gentiane. La Suze ? Oui, alors, non, enfin... oui, la Suze est un apéritif avec différents produits à l'intérieur, dont la gentiane, mais la gentiane, l'alcool de gentiane existe. Et on consomme chez toi, ça ? Ah oui, et consomme ça à la fin du repas, ça fait un petit peu rôter. En langage français, on dit ça fait digérer. Donc, évidemment, avec modération. Et donc, on est obligé d'avoir des racines assez conséquentes, et pour arracher ces gentianes, c'est très compliqué. Parce qu'il faut une grosse fourche. Alors, j'en ai récupéré une de ces fourches qui existaient. C'est la fourche du diable, on appelait ça, avec uniquement 2 dents. Ah. Et c'est très compliqué. Il fallait 2 bouts dessus pour pouvoir arracher les racines de gentiane. Alors, on dit aussi, enfin, plutôt c'est moi qui vous ai proposé ce petit dicton, une fois fêtée Sonia, puisque c'est aussi la Sainte Sonia, une fois fêtée Sonia, c'est la fin des pétunias. Ou on dit aussi, lorsque se célèbre Sonia, c'est la fête du dahlia. Vous voyez, il y en a qui descendent un petit peu en fin de saison, et puis d'autres, au contraire, qui sont en pleine forme. Vous n'avez pas la main verte ? Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Alors, mesdames, messieurs, je pense que nous allons nous opposer brutalement avec mon ami Roland. Bon, allez, je m'en vais. J'ai assez perdu de temps. Le thème de cette parole d'expert, c'est... La mousse est-elle une aubaine ou un problème pour le jardinier ? Oh, quelle aubaine ! Quel bonheur, la mousse. Voilà, pour se faire un lit, pour y faire des débats amoureux ? Ah, entre autres, mais bon, c'est plus de mon âge maintenant, tu sais très bien que je suis concentré sur le jardin. Et pour marcher aussi pieds nus dedans, quel bonheur. Alors, moi je ne suis pas un anti-mousse. Il y a même des endroits magnifiques dans certains jardins, notamment au Japon. Il y a un jardin qui s'appelle Kokadera, entre autres, qui est un jardin de mousse. Vous avez dans les Vosges, et ça mon cher Roland, il doit le connaître, le fameux jardin de Berchigrange, superbe, où Thierry et Monique Dronet ont créé un jardin de mousse. Oui. Mais un truc de fou, oui, avec des mousses naturelles du coin, etc. Bon. Ça, c'est quand on les sélectionne, qu'on veut les mettre dans un endroit spécifique. En revanche, quand vous voulez avoir un joli gazon, bien sympathique, bien à l'anglaise, la mousse, c'est pas top. Oui, mais là, c'est qu'on s'est trompé quelque part. Parce que si la mousse apparaît, c'est bien qu'il y a eu sans doute un peu d'ombre, un peu d'humidité, un peu d'acidité. Donc, pourquoi faire un gazon à cet endroit-là ? Autant laisser se développer la mousse. Tu as raison sur une seule partie. C'est-à-dire, pourquoi ne pas laisser pousser la mousse ? Le seul problème, je ne sais pas si tu as remarqué, c'est qu'à l'ombre des arbres, dans les sols compactés, parce que c'est ça le problème, tu l'as dit, l'humidité, etc., l'ombre, parfois aussi, quand le sol est trop acide, vous allez avoir cette mousse. Sauf que, est-ce que tu as déjà vu réellement, à part justement chez Thierry et Monique Dronet, des tapis de mousse extraordinaires, réguliers, d'une beauté parfaite ? Non, généralement, c'est petites plaques minables, moches, et du coup, c'est pas esthétique. Alors ça, c'est ton avis. Non, c'est pas mon avis, c'est la réalité qu'on peut voir tout le temps dans les jardins. Hein. Ah ben non.
Alors non. Je vous ai dit, on allait se battre comme des chiffonniers. Sous mon belle Joséphine, tu sais, le pommier dont je t'ai parlé la semaine dernière, qui est magnifique, eh bien ça commence à prendre là. C'est ouvert, hein, évidemment, mais c'est en alternance mousse ou pelouse. Je ne vais pas appeler ça gazon, ça serait prétentieux de ma part, mais mousse ou pelouse, et ça fait un beau tapis vert, ça fait donc un espace vert, y compris avec de la mousse. Et c'est très très joli. Bon, alors nous allons aller voir ça très prochainement chez Monsieur Roland. Je vais vérifier, parce qu'on a quand même un vrai problème avec cette mousse. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir des hauteurs régulières, ça fait quand même des espèces d'ondulations, et puis ça dévore un petit peu quand même les plantes à côté, avec des couleurs qui ne sont pas du tout les mêmes. Vous avez toujours un côté un peu jaunasse, je trouve, sur la mousse, notamment quand elles sont dans les pelouses, et qui ne sont pas vraiment très esthétiques. On ne va pas s'opposer là-dessus, on peut juste dire que d'où elle provient quand même, parce que c'est important. Oui. Et c'est vrai qu'elle provient surtout de l'emplacement. On a parlé de l'ombre, ça, évidemment, au pied des arbres, c'est très conséquent. On a parlé de l'humidité. Alors évidemment, il faudrait couper les arbres pour ne plus avoir de mousse, pour que le soleil s'installe là. C'est un peu compliqué, et donc c'est pas très simple. Tu as parlé aussi de sol acide. Je dirais que ce n'est pas notre cas, nous avons un sol plutôt alcalin, calcaire, et donc là la mousse se développe quand même assez bien. Et donc c'est pas systématique. Autant l'humidité et l'ombre c'est une certitude, autant l'acidité. Parce que c'est tu pas dis forcément ça évident. alors qu'aujourd'hui, par exemple, comme on ne peut plus utiliser du sulfate de fer, enfin ce qu'on utilisait dans le temps qui est d'origine chimique, on a tendance à trouver dans le commerce des calcaires qui sont considérés comme étant des produits qui vont empêcher le développement de la mousse. Et toi, tu dis non. Et c'est efficace. Alors, On n'a pas ce problème de mousse tout simplement parce que nous n'avons pas de gazon dans notre jardin. Ah. Il n'y a que des plantes partout. J'en vois pas particulièrement dans les sols calcaires, c'est vrai. Ouais. Normalement, c'est quand même un signe un peu d'acidité. Enfin, de toute façon, attends, on parle de mousse en général. oui. Il y a énormément d'espèces différentes. Bon. On a oublié de parler du robot de tonte aussi. Tiens, Alors, le robot de tonte est un des éléments majeurs pour éliminer la mousse. C'est extrêmement efficace. ah bon? Ah bah par exemple, moi je vais vous le dire, la première fois que j'ai vu un robot de tonte en action, c'était en Vendée, et j'ai vu une pelouse, mais alors c'était le Parc des Princes, quoi, c'était formidable. Et j'ai demandé à la personne en lui disant, mais comment tu fais? Et puis on a vu un robot de tonte passer, il m'a dit, c'est ça, depuis 2 ans. Ah ouais? Il dit, je n'ai plus de mousse, je mets plus d'anti-mousse, je mets de l'engrais qu'une seule fois par an, et le fait de tondre en permanence permet au gazon de taler. Parce que pourquoi est-ce qu'on essaye d'éliminer la mousse dans les gazons? C'est parce qu'elle prend la place des herbes graminées que l'on a sélectionnées et que l'on veut conserver pour avoir cet aspect fin et régulier du gazon. Donc, à partir du moment où on permet à chaque touffe de gazon de grossir en largeur, c'est ce qu'on appelle le talage, eh bien, la mousse, elle, n'arrive plus à se développer. Je sais pourquoi tu allais me dire ça, parce que quand on tombe très très ras, Oui. on favorise théoriquement la mousse. Mais c'est quand on tombe très ras, mais d'une façon irrégulière. L'avantage du robot, c'est qu'il tombe tout le temps. Si on a une petite surface, oui, c'est vrai. Alors, j'avais vu le contraire également, avec des gazons tondus assez courts et avec un développement de mousse qui prenait le pas sur le gazon. Bon, alors, maintenant, on va dire, vous voyez, on peut avoir le pour, le contre. Simplement, moi, je le vois sur notre chaîne News Jardin TV. Allez regarder le sujet lutter contre la mousse du gazon, le nombre de personnes qui l'ont regardé. Regardez aussi la quantité de produits anti-mousse pour gazon qui se vend par an. Ça veut dire que c'est quand même un problème chez pas mal de personnes, même si c'est un problème peut-être plus psychologique que réellement Oui. technique. Je le confirme, c'est plutôt psychologique. Il le confirme et peut-être qu'il a raison. En tous les cas, merci de nous avoir accepté cette petite joute oratoire. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte. Il y a de l'actualité en l'air. Alors c'est une actualité tout à fait originale que tu vas nous proposer parce que j'avoue que je ne connaissais pas cette petite chose-là, le Kale Garden. Oui, ça m'a interpellé parce que souvent nous parlons tous les deux de carrés potagers avec des composteurs intégrés, tu pousses les hauts cris, etc. Moi je dis je ne vais pas laisser s'égosiller Patrick comme ça, je vais tester.
Et donc, j'ai commandé un Keol Garden, mon petit potager. Et donc, c'est très simple. C'est un carré potager. D'abord, j'ai contrôlé parce que j'adore ça. Et l'épaisseur du bois qui me paraissait pas épaisse. Mais bon, je suis rassuré parce que c'est du mélèze. C'est un bois qui tient. C'est très facile à monter parce que tout est encoché déjà. Donc, il y a une petite bordure métallique qui permet de maintenir les planches. Ça se pose à même le sol, évidemment. Et au milieu, il y a un petit truc carré métallique. Ah oui, c'est ça le truc. Parce que, en fait, ce que tu me décris pour l'instant, c'est un silo à c'est compost. Un carré potager. C'est un carré potager avec un petit silo pour le compost qui est percé. En bas en tout cas, et donc on va mettre ces déchets de légumes, et donc ça va nous faire un jus de compost qui va se répandre progressivement et qui va permettre en tout cas de prendre conscience que ces déchets, il faut bien les composter, et ça va permettre d'apporter du jus de compost dans ce carré potager. Je crains que ça soit une espèce de magnifique HLM à saloperie, parce que vous pouvez avoir toutes les maladies du monde qui vont aussi se mettre là-dedans. Alors je sais qu'en Afrique, on fait ce genre de choses-là, mais en grande quantité. Encore une fois, moi je ne suis pas pour les tout petits composteurs, sachant par expérience que le bon compostage, ça se fait sur des gros volumes. Et d'ailleurs, le Keol Garden, en traduction, ça veut dire le jardin en trou de serrure. Donc si vous voulez regarder votre jardin par le petit trou de la serrure, essayez. En tous les cas, bon, il y a une chose intéressante, comme vous avez pu le comprendre, Roland essaye les choses, donc il aura l'occasion de nous en reparler une fois que tout ça aura été mis en place et voir si ça a donné des bons résultats. En tous les cas, c'est quand même pas donné, ça coûte 160 €. C'est vrai que ça calme un petit peu. Alors après, c'est pas les carrés potagers qu'on va trouver dans le commerce, je vais pas te citer d'adresse, mais des trucs qui durent juste la saison. Oui, après ça s'en va en vrac. Hein. Donc là, c'est quand même du bois de qualité et fabrication 100% française. Ah oui. Alors sachez une chose, Roland ne vous parle que des choses made in France. Moi, j'ai quelque chose de made in France également, qui s'appelle les gants de jardin Mid-Season de Rostin. Rostin, c'est la marque des gants de jardin. Et ce qui est intéressant, c'est que ces gants de jardin de mi-saison sont à la fois souples et protecteurs. Alors, c'est un tricot en acrylique, hein, c'est évidemment pas forcément de 100% naturel pour avoir une bonne épaisseur d'étanchéité sur tout ce qui est la partie des paumes et des doigts, puisque vous avez une bonne protection contre l'humidité. C'est sympa en cette saison de pouvoir avoir des gants comme ça sur lesquels vous pouvez mettre les mains dans la terre, vous planter, vous les enlevez après, vous êtes pratiquement très très propre. Donc c'est les gants qui existent en beaucoup de tailles, de 7 à 12, ils ne sont pas trop chers, ils valent même pas 8 €, et vous les trouvez dans les jardineries. Ah oui, ils sont donc enduits de nitrile. Ça c'est bien aussi, c'est quand vous faites, alors ce que fait jamais Roland, des traitements avec des produits chimiques. Vous êtes obligé d'utiliser des gants en nitrile pour la protection, obligé. Quand on le fait en professionnel, on est obligé par la législation, donc tant qu'à faire, autant aussi le faire lorsqu'on est en amateur. Au niveau des manifestations salon, pour la semaine prochaine, il y a pas mal de choses, notamment la grande fête des plantes d'automne de Saint-Jean-de-Bourgard en Essonne. Là, il y a plus de 200 exposants. C'est vraiment très, très, très important comme fête des plantes. Si vous êtes dans la région, il ne faut pas manquer ça. Les 25 et 26 septembre, il y aura aussi Couleur d'automne au jardin de la Bourbansais. Ça, c'est à Pleuguenac. C'est dans Ille-et-Vilaine. Oui, pas Ille-et-Vinaigre. Non, ni Ille-et-Vilaine, c'est Ille-et-Vilaine. Ille-et-Vilaine, Ille avec 2 L. Donc c'est un très beau château du XVIe siècle, il y a un jardin autour de ça, et puis il y a pas mal de monde qui expose, c'est régional. Les jardins de l'abbaye de Val-Sainte. Alors il y a Jean-Yves Meillen, j'aime bien ce garçon-là, c'est un bosseur mais incroyable, il a créé un jardin très sympa, Simiane-la-Rotonde, et il fait la journée du jardin sec. Et là, c'est vrai que c'est un expert. C'est une région quand il se met à faire sec là-dedans. Ah oui, il fait très sec. Et il va nous en parler sur France Bleu, forcément. Oui, parce que c'est un jardinier France Bleu, mais dans sa région, pas chez toi. Ça. Oui. Donc en fait, à 11h, il y aura vraiment un rendez-vous, et à 14h30 aussi. Donc comment créer un jardin sec, c'est quand même une bonne idée. Qu'est-ce que tu as d'autre à nous dire ? C'est déjà pas mal, hein. Si, j'avais oublié de te dire, les gants Rostin, on peut faire confiance, parce que moi j'en ai pour les ronces et tout, là, ça passe pas à travers, hein. C'est du bonheur. Alors maintenant, donc, on se repose. On va essayer d'oublier toutes les bêtises que l'on a dit précédemment pendant une petite page de publicité.
ça sonne. Donc, encore un auditeur de News Jardin TV qui nous a écrit. Voilà, c'est Bennett. Oui, Bennett qui dit « On vient de m'offrir un pin parasol du Japon et je ne connaissais pas cette plante. Mais quel conseil pourriez-vous me donner, mon cher Patrick, pour la réussir? Est-ce possible en pot ?» Alors, nous ne sommes pas à la Comédie Française, mais vous verrez que c'est pratiquement ça. Donc, actuellement, Roland répète pour jouer dans une pièce de théâtre et vous avez entendu toutes les variations de sa voix. Alors, moi, je vais vous dire un truc à toute vitesse. Ça s'appelle Sciadopitis verticillata. Non, vous n'avez rien compris. Oui, évidemment, ça s'appelle Sciadopitis verticillata. C'est un conifère rare, on va dire, étonnant, quasiment un fossile vivant, une plante que l'on reconnaît entre tous parce que dans son nom d'espèce, que je vous rappelle verticillata, ça veut dire verticille, c'est quoi? C'est comme un petit parasol, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Toutes les feuilles naissent au même endroit de la tige. Donc vous avez un bouquet de feuilles, puis un autre, puis un autre. Donc ça fait un peu comme les prêles, par exemple. Oui. Et c'est vraiment très étonnant. Ce n'est pas piquant. Ça fait des aiguilles, mais beaucoup plus épaisses que la plupart des pins, par exemple. Donc, ce n'est pas un vrai pin, hein, c'est Sciadopitis. Et c'est une plante qui est appelée au Japon le koyamaki. Le koyamaki, voilà. Et on en fait des bonsaïs. On en fait de très jolis bonsaïs. Oui, c'est pas très facile à garder Oui. en bonsaï. Alors, l'intérêt pour le bonsaï, c'est que c'est une plante qui pousse lentement. Et c'est une plante qui, sur le plan botanique, est tout à fait particulière parce qu'elle est seule exemplaire de sa famille. Oui. Il y a une seule espèce, Sciadopitis verticillata, et un seul membre dans la famille des Sciadopitis Pithiacées, c'est très difficile à dire. Et donc c'est une plante que l'on connaissait déjà en Europe cette fois, il y a 230 millions d'années. C'est donc vraiment un conifère qui a passé les âges, qui n'a pas beaucoup évolué, qui est très rustique et qui a une belle écorce aussi. Quand il vieillit, son écorce qui est brun rougeâtre, elle va s'exfolier, faire des sortes de lambeaux comme ça, tout droit. Et c'est vraiment assez sympa. Les feuilles sont très sombres. Oui, par contre, la question de Bennett, c'est est-ce qu'on peut le mettre en pot? Et c'est tout à fait possible, hein, on peut y arriver. Il y a une variété qui s'appelle Piccola, je crois, et qui est toute petite, qui est plutôt naine, on va dire. Hein. Donc là, c'est possible en pot. Oui, parce qu'en fait, le Sciadopitis verticillata, dans sa région d'origine, au Japon, il fait 30 mètres de haut. Hein, quand même. Oui, oui. C'est pas le tout petit conifère, mais ça pousse très très lentement. Chez nous, en Europe, on va dire que la moitié de la taille, c'est vraiment le maximum, parce que en plus, il faut être patient. Ça ne dépasse pas 15 cm par an en croissance. Oui, donc les premières années en pot, on est peinard alors. Voilà. Si vous voulez voir quelques beaux spécimens de cette plante, je vous conseille Terra Botanica. Ah oui. À Terra Botanica, dans la partie que moi je considère comme étant un peu Jurassic Park, là où ils ont mis aussi des grandes fougères arborescentes, des reconstitutions de grandes prêles de la préhistoire, eh bien vous avez quelques spécimens de Sciadopitis qui sont vraiment très très beaux. On ne peut pas le confondre avec le volimi? C'est impossible. C'est impossible. Non, parce que le pin volemi, c'est une araucariacée dont le feuillage ressemble à celui de l'if. C'est-à-dire c'est un feuillage plat et de chaque côté de la tige. Ce qui est assez rigolo d'ailleurs chez le volimi, Volumia nobilis, c'est que vous avez les feuilles qui sont comme un goupillon tout autour. Vous n'en avez pas une seule forme plate. Il y en a partout. Bon, sur Sciadopitis, c'est encore une fois un verticille, c'est-à-dire que les feuilles sont attachées au même endroit et forment une sorte de petit bouquet. Et donc, vous ne pouvez pas du tout le confondre. Ça, c'est une chose impossible. Vous cherchez la petite bête? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Je vous l'avais promis la semaine dernière, nous allons vous parler des récoltes parce que le mois de septembre est par essence la période idéale pour procéder à des tas de récoltes, alors que ce soit au verger, au potager ou même au jardin d'ornement, et nous verrons tout à l'heure quoi et pourquoi. Alors je vous propose simplement, avec notre jardinier de terrain vitellois, M. Roland Motte, de voir comment il pratique. Notamment, on va commencer par les fruits de base, les pommes et les poires. Alors déjà, la bonne question, c'est comment
est-ce que l'on peut être sûr que c'est mûr? Oui, c'est un piège. Parce que quand tu lis les livres, je lis régulièrement des livres de Patrick Mulan. Et il me Qui dit, n'a pas écrit ça. Et non. J'ai écrit ça. Et donc on te dit, il suffit de tourner une fois et toc, la pomme vient toute seule et là on sait qu'elle est mûre. Oui, des fois, mais pas toujours. On n'a pas beaucoup, on a 3, 4 pommiers. Oui, mais tu as des pommiers d'été. Oui. Par alors, exemple, bon. une Granny Smith, c'est pas possible. Ah ben, Parce qu'on va les sens récolter. Quand même, Non. Tu sens quand même le goût. On les récolte à la maturité physiologique, c'est-à-dire justement quand le fruit se détache facilement Oui. de l'arbre. Mais il n'est pas mûr gustativement. Sur des poires d'hiver, par exemple la passe crassane, on va attendre plus d'un mois, ouais, largement, entre la récolte qui va se faire du courant octobre et la consommation qui peut aller jusqu'au mois de février. Donc attention à ça, la différence qu'il peut y avoir, que l'on n'a pas sur les fruits d'été, et notamment même sur les pommes et poires d'été. Donc moi je maintiens quand même cette idée-là, c'est que si, et d'ailleurs tu as fait le geste pour les gens qui nous regardent en vidéo et je vais le refaire, parce que c'est pour la pomme, effectivement on fait un mouvement de rotation avec la main en prenant le cul de la pomme, c'est-à-dire la partie inférieure, et là on la détache. Comment on fait avec la poire? Avec la poire, on prend le cul de la poire, on tourne et ça vient pas des fois. Ben, c'est pas ça. Avec la poire, on va mettre délicatement son index sur le pédoncule du fruit, Oui. donc l'endroit, la queue, et on va soulever la poire donc, dans un mouvement vertical vers le haut, et normalement, elle se détache quand elle est à maturité physiologique. Alors, c'est vrai que c'est parfois un peu plus compliqué pour ces poires, parce que là, la distanciation entre la récolte et la maturité gustative, elle peut être importante. Oui, mais quand tu goûtes, t'es sûr du coup. Alors, Mais par exemple, si aujourd'hui, tu vas me couper sur l'arbre une doyennée du comice, ça va être un caillou. oui, c'est ça. Donc je la laisse. Ah, toi, tu vas attendre. Ouais, moi je vais attendre. Oui, Oh, je mais vais attendre. alors, les guêpes, elles vont passer par là. Mais Mais non, c'est y a une pas. catastrophe, ça. Mais non. Oh, ce garçon. Non, Oh. mais non, tu laisses faire. Et puis, Voilà, et- il et- laisse faire. Bah, et il puis laisse les, faire. les- Voilà. les guêpes sont ravies pendant ce Bah, temps-là. exact. Elles viennent pas nous embêter pendant le petit-déj. Moi, je vous dis, récolter à maturité physiologique, prévoyez ce qu'on appelle un fruitier, un endroit pour les conserver. Sinon, vous mangez des trucs qui sont sans aucun goût, sympathiques. Non, mais même Arnaud Delbar nous l'avait dit, il faut une maturation qui se fasse, sur la poire notamment. Il y a une énorme différence. Tiens, même acheter une poire dans le commerce. Caillou. Vous la laissez quelques jours à température ambiante. Et là, le fruit va avoir atteint sa maturité, avoir sorti toutes ses saveurs. Ça, c'est vraiment quand même important. Allez, on va changer de fruit. Les figues, là, on peut les consommer tout de suite. Bah, si c'est mou, on attend qu'elle soit bien molle. Alors là, Ouais. c'est un repère qui est presque plus facile Ouais. que ton histoire de Exactement. pomme. Là, si c'est tout mou, on va pouvoir les cueillir. Et, Tout mou et bien mou même. Faut Oui, que ça oui, soit oui, vraiment, oui. vraiment mou. Hein. et on le voit parce que des fois, ça peut se décoller même. La peau se décolle un petit peu quand on l'enlève. Et donc, c'est assez facile. La figue, elle se conserve pas longtemps. Hein. On va dire une semaine, ça peut être le maximum. Ah tiens, en ce moment, mes fruits préférés, les framboises. Ah oui, il y en a Framboises encore. et mûres. Il y en Oui, a encore. Ouais, les dernières, mais elles sont remplacées par les mûres petit à petit. Oui, c'est vrai. Et donc, framboise, l'avantage, c'est de prendre du remontant parce qu'on a commencé déjà pendant l'été et on se retrouve là avec l'effet qui se coule et il y en a à nouveau. Et donc, framboise, c'est parfait. Et les mûres, tu as raison, parce que les mûres, c'est malheureusement pas trop connu. On a tendance à se concentrer, nous, les jardiniers amateurs, sur des framboises. On a tendance à oublier les mûres et les mûres sans épines qui vont très Ouais, bien. mais qui elles sont moins poussent, bonnes. Elles sont moins bonnes que les sauvages. Ah oui, oui. Mais alors, les Voilà. sauvages, un truc, hein, on ne cueille pas de mûres à moins de 60 cm du sol parce qu'il y a des risques, justement, avec les renards, avec tous les animaux qui peuvent avoir transmis par leur urine, tout simplement, des maladies. Alors, potager, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Pommes de terre, quand même. Ah oui, pommes de terre. Donc là, si ça n'a pas été fait, puisque notre feuillage a pu s'abîmer auparavant, donc on les accueillit en anticipation parce que le feuillage, les fans étaient fanés justement. Pommes de terre, moi, je veux un truc, quand même, parce Oui, qu'on sort ces tubercules de terre, ils sont pleins de terre, il faut les laver ou on non, les il faut que ça entrepose sèche. Il faut que ça sèche. C'est un peu comme les oignons, on fait le même principe. On va les laisser. Alors l'idéal, c'est de faire ça quand il y a un beau temps. Sinon, on va les laisser en cagette, on va les laisser sécher avant de les nettoyer et de les stocker. Voilà, ça c'est important quand Oui. même parce que on a besoin sur les pommes de terre de
pouvoir la consommer quand même sur un certain laps de temps, sinon ça serait pas intéressant. Alors on va revenir maintenant aux légumes du soleil. C'est vrai que bon, là c'est les dernières tomates un peu. Ça dépend si on a une serre, évidemment. Donc là, on peut prolonger un petit peu. Pourquoi? Parce qu'elle est couverte. On a échappé à toutes les pluies du mois de juin, juillet, où là, ça a été une catastrophe. Il y a des tomates qui sont passées à la casserole avant d'avoir produit une moindre tomate. Donc, oui, en fait, tu veux dire qu'elles sont passées au tas de compost? Surtout pas au compost, puisque c'est plein de mildiou, toutes ces cochonneries. Ah, elles étaient pleines de mildiou. Ah oui, là, ça a tapé fort. Oui, oui. Oh là Mais ça, c'est vieux, c'est de l'histoire ancienne. Et donc, on peut faire aussi de la confiture de tomates vertes. Ça serait dommage, on peut conserver. Bon. Ah, c'est excellent. Je te ferai goûter ça. La tomate verte, c'est bien parce que tu es en fin de saison. Tu sais qu'elles vont pas mûrir. Bon, on est un peu oui, coincé. donc c'est psychologique. C'est pas bon, mais c'est psychologique. On se dit, tiens, on va faire des confitures. Comme ça, on fait un petit peu de récup. Je ne rentre pas dans ce jeu-là. De toute façon, tu vas rajouter son poids en sucre. Donc forcément, c'est bon. Voilà. Les courges qui commencent à être à peine matures, on va dire, les vraies grosses courges, les potirons, tout ça, il faut encore les laisser grossir. Ah ben, au maximum, parce que là, contrairement aux pommes que tu expliquais tout à l'heure, ou j'expliquais à tort d'ailleurs, on va pas pouvoir goûter. On va pas prendre une tranche de courge pour goûter, c'est pas très bon si c'est ce que tu voulais dire. Non, on fait des soupes de courges à tomber oui, par terre. non, mais bien sûr, mais une fois que c'est mûr, et puis qu'on les a cuisinés, mais manger à cru comme ça sur le jardin, c'est quand même pas terrible. Et donc là, on a intérêt quand même à bien connaître ce que nous avons planté pour avoir justement quelle est la couleur. Est-ce que c'est vert? Est-ce que c'est orange? Est-ce que c'est bleu? Parce qu'il y a aussi les courges. Mais moi, je dirais qu'il suffit de les laisser pratiquement jusqu'aux limites de la gelée. Oui, et à ce moment-là, on est sûr qu'elles seront arrivées à maturité. Oui, on va au maximum. On va les pousser au maximum, même si les feuilles sont un peu abîmées parce qu'elles vont être pleines d'oïdium sur la fin. Là, ça va être un petit peu moche. On va les laisser au maximum pour qu'elles prennent le soleil. D'où l'importance, donc, pour les jardiniers, de suivre quand même la météo quasiment au jour le jour, parce qu'après, si vous rentrez, on l'a vu avec les pommes de terre, mais si vous rentrez n'importe quel légume ou fruit très humide, vous aurez la moisissure rapidement qui vont venir dessus. Alors, il y a des premiers légumes d'hiver, comme les radis noirs, ça se récolte déjà maintenant? On peut commencer, ça dépend quand on les a semés et quelle météo on a eu, mais on peut commencer déjà, oui, sur les radis noirs. Très bon le radis noir, c'est vraiment un légume excellent. Alors c'est excellent pour la santé aussi. Vous savez qu'on en mange régulièrement quand vous allez au restaurant japonais, que vous prenez sashimi, vous avez toujours le radis noir qui vous est servi avec. Non, mais c'est vrai que c'est frais, c'est sympa, etc. Alors tiens, tu m'as marqué sur tes notes le coqueret du Pérou. Alors moi j'adore le physalis, on l'appelle aussi de son nom botanique. Qu'est-ce que t'en fais? Oh là, plein de choses. Alors déjà, attendez, il faut pas le récolter n'importe quand. Il y a un moment bien précis de récolte, parce que si on le récolte pas suffisamment mûr, c'est infect. Oui, il doit être bien beau, bien orange, et là aussi il faut goûter. Donc là, on sent bien. Alors là, on en fait plein de choses à la croque d'abord, en dessert, c'est parfait. En chutney. En chutney, ouais, et puis même en confiture. On va faire des confitures. Mesdames, messieurs, je voudrais que Roland nous donne la recette du chutney de coqueret du Pérou. Ça sera une grande première. Oui, ça sera une première, mais ça sera pour une prochaine fois. Je sais. Parce que c'est Marilyn qui fait la recette. Tout ça. Donc... Moi, je lui amène les produits. Elle n'a plus qu'à cuisiner. Bon, elle me montre des fois, donc je sais qu'elle rajoute des oignons. Mais là, je pourrais lui demander la recette. Est-ce qu'on a un peu de piment dedans? J'en sais rien du tout. Je ne peux pas dire. Je sais que c'est bon, par contre. Et pour terminer, est-ce qu'il y a encore des fraises à récolter en ce moment? On en a encore quelques-unes. Il en reste une ou deux. Bon, c'est vraiment la fin, parce que là, on a commencé à couper en plus par-dedans. Donc, alors, je vous avais promis de vous dire quand même 2-3 mots sur le jardin d'ornement. Il y a quand même des récoltes. C'est principalement les fleurs que l'on va mettre à sécher, dont on fera des bouquets secs, que vous pouvez récolter maintenant et laisser sécher de manière naturelle, en suspension. Donc l'idée, c'est de trouver un endroit en courant d'air dans le jardin, et puis donc de laisser sécher assez longtemps. Donc en général, on essaye d'être sous un auvent, un endroit qui va être abrité des pluies, parce qu'il faut entre 7 et 15 jours selon les plantes pour pouvoir avoir un séchage. Le micro-ondes est aussi possible avec les graminées, avec les gypsophiles, avec les toutes petites fleurs. Le défaut qu'il y a avec le micro-ondes, c'est que ça peut décolorer un petit peu vos fleurs. On va régler le thermostat moyen et simplement pendant 2-3 minutes, et hop, vous êtes tranquille. Mais encore une fois, si vous voulez vraiment quelque chose d'élégant, vous laissez sécher à l'air libre et c'est quand même beaucoup plus sympa.
Alors là, je sens qu'il y a la question à rallonge de monsieur Jean Maine. Je vois beaucoup de lignes. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? Connaissez-vous le décalage d'apparition entre fleurs mâles et fleurs femelles chez le kiwi? Début mai, mon pied mâle est absolument couvert de fleurs pour la première fois et les 2 pieds femelles n'ont rien, que dalle, dit-il. Les 3 ont 6-7 ans et ce sont des Hayward. Hayward, c'est la variété à gros fruits de kiwi la plus connue. Alors, sur l'Actinidia deliciosa, donc le kiwi à fruits comestibles, les fleurs des 2 sexes apparaissent généralement au même moment. Donc, c'est simplement la maturité du pollen ou du pistil qui diffère souvent d'une semaine. C'est pourquoi, parfois, on n'a pas une bonne fécondation avec ses propres kiwis. Et qu'il est valable qu'il y en ait d'autres dans l'entourage. Et avec Hayward, le problème, c'est que la majorité des fleurs mâles sont stériles. Ah oui. Alors bon, là, ce qu'il nous dit, c'est que les fleurs femelles n'ont pas de fleurs. Alors, quand une plante ne fleurit pas, c'est souvent un problème d'exposition. C'est ça, donc plein soleil, normalement. Donc, alors, ils ont 6 ou 7 ans, donc il serait bien de savoir s'ils ont déjà fleuri. Ou est-ce que c'est un problème juste passager, un problème lié à un printemps trop froid, peut-être, qui a fait tomber les fleurs, je n'en sais rien, ou qui a bloqué le départ des fleurs. Mais là, ça serait intéressant de savoir s'ils ont déjà fleuri, ces pieds femelles. Oui, tu as raison, parce que 6-7 ans, c'est pas tellement canonique pour un kiwi. On considère que souvent, et je dis bien après la plantation, il faut entre 3 et 5 ans pour obtenir une floraison. Donc, c'est pas complètement incroyable. C'est peut-être le pied mâle qui est un peu en avance d'une année par rapport à cette jeunesse. Et les pieds femelles fleuriront sans doute l'année prochaine. J'aime pas beaucoup quand une plante ne fleurit pas alors qu'une autre similaire à côté fleurit. Ça veut dire qu'elle est en train de vous parler, en train de vous dire qu'elle n'aime pas bien être à l'endroit où elle se trouve. N'oublions pas une chose, c'est que le principe du jardinage, c'est d'imposer nos décisions à un végétal qui n'a pas forcément envie d'être très soumis. Donc on dit, toi, tu vas pousser là, et lui, il dit, bah non, moi, ça me plairait mieux de mettre plus loin. Mais ça, il ne vous l'a pas dit réellement. Donc le simple fait qu'il ne fleurisse pas doit vous inciter, je dirais, à changer l'emplacement. Donc cet hiver, mon cher Jean Maine, moi, ce que je ferais, c'est que j'arracherais mes pieds femelles, je les mettrais un peu plus loin, un peu plus à l'abri, un peu mieux exposés aussi au soleil. Alors n'oubliez pas également une chose, c'est que parfois, on a un développement au niveau du feuillage qui est extrêmement important et qui peut nuire également à l'induction des boutons floraux. Parce qu'il faut quand même du soleil pour que ça puisse fleurir. Oui, une plante qui se porte très très bien, quand elle est jeune en tout cas, fleurira un peu plus tard. Elle va déjà développer son feuillage, elle va bien se développer, ses racines, etc. Et puis la floraison viendra un peu après. Donc elle est peut-être aussi trop bien. Toujours en opposition, vous voyez. Mais il a raison, le jardinage n'est pas une science exacte. Donc parfois, les effets contraires font des résultats similaires. Et ça, de temps en temps, il faut bien le savoir. Et dernière chose, quand même, je dirais la taille. N'oubliez pas de tailler plusieurs fois le kiwi. Là, nous sommes en septembre, c'est bien de faire une taille de tous ces longs rameaux volubiles, et puis vous ferez aussi la taille d'hiver. On aura l'occasion d'y revenir. Et maintenant, on va revenir, oui, mais dans une petite minute, parce qu'il y a une page de publicité. Vous avez toujours rêvé d'avoir la main verte ? Avec EasyBio, c'est gagné. EasyBio vous conseille et vous accompagne en vidéo directement dans votre jardin. Découvrez une gamme complète de fertilisants pour vos plantes d'intérieur et d'extérieur, votre gazon et votre potager. Après application des produits, vos végétaux sont mis dans des conditions idéales de développement. Plus de floraison, plus de récoltes et un beau gazon. Tous nos produits sont fabriqués en France, en Bretagne. Ils sont élaborés à base de matières naturelles et conditionnés dans des emballages éco-responsables. Derrière EasyBio se cache une belle équipe de jardiniers experts et amateurs qui prônent la réussite au jardin et qui a à cœur de vous donner la main verte. Alors, n'attendez plus pour tester les produits EasyBio. Bienvenue au jardin. Patrick Mulan, Roland Motte.
Eh oui, nous allons encore bosser dans ce jardin, mais c'est vrai que nous aimons cela, vous aussi je m'en doute, puisque vous nous suivez avec régularité. Et pour la semaine prochaine, c'est-à-dire entre le 18 et le 25 septembre, que vas-tu faire dans ton jardin, mon cher Roland ? Je vais surveiller les dernières tomates. D'abord, j'ai récolté le basilic. Ça, je te fais la parenthèse parce que j'ai toujours peur d'un petit coup de gel. J'ai été traumatisé il y a quelques années où tout a gelé. On n'a rien récolté en termes de basilic. Et là, c'est très énervant, surtout pour le pesto, que j'adore. Et donc là, je vais surveiller les tomates. Pourquoi ? Parce qu'on est en fin de saison. C'est toujours compliqué. Souvent, celles qui sont en serre également peuvent attraper le mildiou. Donc, il y a des feuilles à couper. Il y a des feuilles à enlever. Il y a des mûrissements qui se font plus ou moins. Même si j'adore la confiture de tomates vertes, quand même, si on peut les avoir rouges, ces tomates, c'est bien. Donc là, il y a tout un petit boulot à faire pour essayer de tenter de peut-être... Non, je prends des gants d'exposer vraiment le fruit au soleil. Quoi. Oui, c'est ça. Oui. De prolonger un peu la vie de nos tomates au maximum. Alors, on ferait bien la même chose avec les raisins. Les raisins qui, pour certains, comme les chasselas, arrivent déjà à maturité maintenant, mais pour les autres qui sont un peu plus tardifs, qu'on va récolter à la fin du mois ou même début octobre, essayez justement d'enlever les feuilles en excès. On ne les met pas au compost parce que souvent c'est pareil, ça a eu tendance à avoir un petit peu de mildiou. L'année a été quand même pluvieuse au début de la saison. Donc attention à ça, mais exposez bien les grappes au soleil pour qu'elles soient plus sucrées tout simplement. Alors, t'aimes bien faire tes graines toi ? Pas toutes. Pas toutes, quelques-unes. J'aime bien le semi-spontané. C'est-à-dire que garder des graines, oui. Mais chez la tomate, ça n'a aucun intérêt, par exemple. Non, aucun intérêt, parce que souvent, on prend de l'hybride F1, sauf pour certaines tomates cerises qu'on va laisser à l'extérieur. On va bien laisser pousser spontanément. Prenons justement ces tomates cerises non F1. Oui. Si tu les laisses pousser à graines, ça ne donnera rien non plus l'année prochaine. Ça dépend, on a déjà eu des résultats intéressants en laissant. Alors on fait gaffe parce que c'est souvent, quand il y a de l'hybride, c'est pas la peine puisque tu auras un petit, des moyens, des gros et souvent des petits. Et donc ça donne rien du tout. Donc là, il vaut mieux sarcler et enlever ses pieds de tomates. Mais quelquefois, tu vois, j'ai des rosiers par exemple dans lesquels j'ai l'an dernier des pieds de tomates qui ont poussé. Qu'est-ce qu'ils foutaient là ? Je ne peux pas te dire. C'est-à-dire que même sur des variétés, on va dire fixées, le fait que elles aient passé l'hiver, alors surtout pour les tomates, parce que c'est déjà un peu une chance que les graines réapparaissent après un hiver. Souvent, on se rend compte que, la deuxième génération, elle n'est pas forcément extraordinaire, c'est pas d'une grande solidité, etc. Donc je dis, limitez au maximum, même si c'est la grande mode, quand même, l'utilisation de vos propres graines, et pour une autre raison. Et ça, elle est majeure. Ne pas sélectionner correctement, et ça... aucun amateur moyen est capable de le faire. Sa semence, c'est la meilleure façon de faire propager les maladies à virus. On sait ce que c'est aujourd'hui, après la Covid, des maladies à virus, mais ça existe chez les plantes et ça pose des vrais problèmes de dégénérescence. Donc je dirais une chose. Si vous avez envie, et pourquoi pas, c'est sympathique à faire, de faire vos propres graines, faites-le une seule fois, à partir de la même plante. Vous allez récolter, mettons, des graines de tomates cette année, vous les semez l'année prochaine, mais vous ne reprendrez pas les graines des plants que vous aurez utilisés, vous reprendrez des graines qui ont, elles, été sélectionnées. Parce que sachez bien que ce que vous achetez dans le commerce, c'est extrêmement contrôlé. Nous aurons l'occasion régulièrement d'en parler, on fera des reportages sans doute sur Nos Jardins TV là-dessus. Je voudrais vous montrer quel est le travail énorme à la fois de sélection, de contrôle et tout ça qu'il y a derrière les semences pour tout simplement vous garantir la pureté variétale. C'est quand vous achetez une tomate marmande, c'est la base de la base, eh bien c'est bien une tomate marmande et c'est pas une cœur de bœuf par exemple. Vous voyez, donc ça c'est quand même très important. Alors autre chose, mon cher Roland, qu'est-ce que tu fais de plus dans le jardin? Les fraisiers, là, on les plante, hein. Oui, on les plante. On va les renouveler, mais sous condition de ce que tu viens de dire. Donc c'est le moment de les changer de place, de les modifier un petit peu. Pourquoi ? Parce que le mois de septembre, c'est l'idéal quand même pour les planter, puisqu'on va avoir de la flotte. Alors bientôt, là, ça va retomber un petit peu, mais on peut en avoir, et donc ça va leur permettre de bien enraciner. Certains disent qu'il faut enlever les premières fleurs, tu sais, quand elles arrivent. Bon, on les laisse et puis on verra bien ce que ça donne. Oui, non, mais c'est vrai, quand on cherche la perfection, parfois ça fait mal. C'est beau à entendre. Sur les fraisiers, je dirais, si vous avez la possibilité de renouveler votre culture
tous les 3 ans, c'est-à-dire de ne pas faire vivre un pied plus de 3 ans. C'est pas mal non plus, ça aussi pour éviter les maladies à virus. Que fait-on aussi en ce moment? On taille les haies, on taille les lavandes, on traite si on peut, ou si c'est nécessaire, les astères, les phlox, les mahonias, certains érables, les chênes, la vigne, tout ça contre l'oïdium, parce que c'est vraiment la maladie du mois de septembre. Là, on utilise du soufre, c'est autorisé en agriculture biologique. Et puis, dernière petite chose, supprimez bien les gourmands de rosier, c'est quand même très embêtant. À un moment donné, ça prend le pas sur le rosier, ça l'empêche de remonter correctement. Et ça, c'est un très bon conseil. Mesdames, Messieurs, Roland va surfer sur la Semaine européenne du développement durable. Oui. Je lui laisse la parole. Oui, bon, bien fait rigoler. Cette année, c'est écrit dans le site, la semaine du développement durable se tient du 18 septembre au 8 octobre. Alors, bêtement, j'ai calculé, moi, en disant, c'est une grande semaine quand même. Mais bon, le temps fort, c'est du 20 au 26 septembre. Et donc, c'est agir au quotidien. C'est ça le fil rouge. Qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de favoriser le développement durable et toutes vos initiatives, que ce soit des animations, des marchés, des projections de films, etc. Eh bien, vous allez pouvoir les inscrire sur https://esdw.eu. On rappelle que c'est une initiative française qui a été créée en 2003, cette semaine du développement durable. L'idée, c'est de faire des animations autour de ce sujet. Et là, vous pouvez vous mettre en valeur à travers ce site. Alors, je vous conseille vivement d'aller voir ce site, tout simplement pour comprendre un peu ce que veut dire le développement durable, parce qu'il y a 17 objectifs qui ont été donnés dans cet agenda, et ça vaut le coup de voir si, en tant que jardinier, on peut faire quelque chose. C'est vrai qu'on peut essayer en tous les cas, et vous avez le site qui s'affiche ici pour ceux qui regardent la vidéo. Alors moi, à mon niveau, j'ai 2 livres à vous présenter. Enfin, je vous en ai apporté 3 parce qu'il y en a 2 qui sont de la même collection. Les Aventuriers au Jardin Bio, ce sont des livres de chez Terre Vivante et Plume de Carotte qui sont destinés aux enfants et qui sont sur des thèmes. Alors on a... Les Aventuriers au Jardin Bio explorent le monde, sont des artistes. C'est toute une collection. C'est un petit peu style BD. C'est particulièrement bien fait. Alors, ce sont pour des enfants assez jeunes quand même, mais qui savent lire ou qui seront éduqués par les parents. Il y a aussi pas mal de travaux pratiques à faire. Vous voyez, fabrique ton encre. Enfin, il y a des trucs bizarroïdes là-dedans quand même. Parce que fabrique ton encre, j'imagine un peu ce que ça doit donner avec un gamin de 5-6 ans. Ça va être une catastrophe. Mais vous voyez, il vous explique des choses qu'on connaît pas forcément. Des légumes simples, des céleris, une flûte avec une carotte. Enfin, des trucs... On aurait eu l'idée de le faire... je pense que quand on était gamin, nous, on serait passé pour des fantaisistes, mais aujourd'hui, c'est tout à fait intéressant. Non, mais c'est rigolo. Regardez, par exemple, celui-ci. On a des choses qui vous expliquent que, par exemple, les légumes que l'on a dans notre assiette ne viennent pas forcément tous de notre pays. Le petit catalogue des tomates, on vous dit d'où ça vient, vous voyez, jardin mexicain, etc. Donc on vous fait faire des choses qui sont inspirées un petit peu de partout. C'est de l'initiation, mais c'est quand même de l'initiation bien faite. Et je pense que ça vaut le coup d'essayer d'amener ça aux enfants. Donc c'est une collection. Il y en a quand même beaucoup. Si on regarde ici, vous voyez, on a déjà 7 ouvrages, peut-être plus ceux que je vous montre. Donc c'est vraiment à conseiller, y compris si vous êtes maître d'école. Donc, Les Aventuriers au Jardin Bio, Plume de Carotte et Terre Vivante, vous l'avez sur les 2. Alors là, on va passer à quelque chose de beaucoup plus adulte, si je puis dire, mais qui pourrait quand même aussi intéresser les enfants. C'est un véritable guide de la faune et de la flore de nos montagnes. Donc, c'est chez Glénat. C'est un livre collectif avec beaucoup d'images. Et tout simplement, ce sont des fiches qui vous permettent de reconnaître facilement les insectes que vous pouvez voir. Vous voyez, par exemple, les morosphinx sont des petits papillons qui sont des butineurs et des pollinisateurs majeurs que l'on rencontre et on ne sait pas forcément qu'ils s'appellent comme ça. On vous donne, bien sûr, il y a les oiseaux, puis dans les plantes, il y a pas mal de plantes quand même, que vous pouvez trouver quand vous vous baladez en montagne. Je sais que les vacances sont terminées, ça aurait été peut-être mieux que je vous le présente au mois de juillet, mais je ne l'avais pas à cette époque-là, donc vous pouvez le garder en bibliothèque. La faune et la flore de nos montagnes de chez Glénat, c'est quand même vraiment très, très bien.
Une question de Sabine. Ah, Sabine. Sabine qui nous dit: est-ce que l'acanthe est une plante épineuse? J'adore ses fleurs, mais je n'aimerais pas mettre au jardin une plante qui pique. Patrick. Il y a quand même beaucoup pire que l'acanthe Oui. au niveau des plantes épineuses. Alors l'acanthe, elle est épineuse surtout au niveau de l'inflorescence, c'est-à-dire que les bractées qui accompagnent les fleurs, je vous incite vraiment à regarder en gros plan la fleur de l'acanthe. C'est quand même quelque chose de particulièrement joli. Et ce qui est encore plus étonnant sur l'acanthe, c'est de regarder la pollinisation de l'acanthe. Vous allez voir un bourdon, par exemple, qui va pénétrer à l'intérieur de la fleur comme si c'était dans un couloir et qui va aller jusqu'au fin fond de la fleur. Il est là, il y travaille. Et là, vous vous rendez compte que l'acanthe a dit « Vas-y mon coco, pendant ce temps-là, je te pollinise », c'est-à-dire qu'elle lui dépose bien son pollen. Alors lui, il se gave de nectar, il ressort, il est content, il va dans une autre fleur et il fait la fécondation. Alors ça, c'était pour le clin d'œil. L'acanthe, c'est pas très piquant quand même. Tu as raison de le préciser. Si vous mettez du berbéris, là, c'est beaucoup plus embêtant, Sabine. Mais il y a des acanthes qui ne piquent pas, puisque c'est Spinosus qui va, elle, être un petit peu épineuse. Et puis, il y en a d'autres. Alors, je ne sais pas si on va les trouver, mais l'acanthe mollis, par exemple. Si, c'est celle qu'on trouve le plus facilement. Bah oui, donc, Acanthus mollis, mais c'est celle dont je vous parlais, dont les bractées sont un peu piquantes. Oui. Oui, mais légèrement, oui. Ouais. Mais sinon, la feuille, elle ne pique pas, c'est l'essentiel. Et puis, l'acanthe, c'est tellement joli quand on peut en avoir dans le jardin, donc c'est dommage de s'en priver, même s'il faut mettre une petite barrière autour, parce que ça pique, c'est dommage. Moi, je crois que pas. Tiens, je voulais vous dire, pourquoi est-ce qu'on l'appelle acanthe? Vous savez, la mythologie, elle est extraordinaire. Elle dit que Acantha était une nymphe qui, en se débattant lors d'une tentative d'enlèvement par Apollon, il voulait enlever toutes les nymphes, c'était vraiment le gros macho de l'Olympe, eh bien, elle l'a griffé au visage. Alors, il n'était pas content, pour se venger, eh bien, il l'a métamorphosé en acanthe. Donc, peut-être qu'il y a quelques épines pour se rappeler donc, les griffes qui avaient simplement strié le visage du dieu Apollon, qui était vraiment le très beau dieu. Patrick, Roland, racontez-moi une histoire de plante, de jardin ou de jardinier. Alors, nous restons toujours, pour cette nouvelle histoire de botanique, dans le secteur du mimétisme. On vous en a parlé tout récemment, je crois même que c'était la semaine dernière. Oui, c'est ça, oui. Et là, on va prendre un exemple très étonnant, très, je dirais même presque décoratif aussi, et vous verrez pourquoi, qui sont appelées les plantes cailloux. Oui, des plantes succulentes, hein, on peut le dire comme ça, donc qui ressemblent vraiment à s'y méprendre à un caillou et qui, commercialement, ont un très gros succès. On les trouve en jardinerie. Pourquoi? Parce que c'est une plante qui est facile à cultiver. On va peut-être pas les garder des années, mais elle a un aspect qui est tellement original que vraiment, elle a un succès. C'est vraiment la plante graphique par excellence. Alors, c'est une plante graphique, mais c'est surtout une plante mimétique, il faut dire. Quand on appelle la plante caillou, et on verra que c'est pas là, mais c'est lait. Alors, quand on dit là, c'est parce que c'est souvent le genre lithops, on va le détailler un petit peu, mais il y en a d'autres. Ces plantes vivent essentiellement toutes en Afrique du Sud. Elles font partie d'une famille qu'on appelait les Mésembryanthémacées dans le temps, et qui s'appelle aujourd'hui les Ézoacées. Tu peux, entre nous, tu peux mettre un Z. Je peux dire ce que je veux. Oui. J'aime bien un petit peu de botanique parce que ça nous fait tous progresser. Et ça vit dans les régions semi-désertiques de Namibie et d'Afrique du Sud. Nous avons eu la chance d'y aller avec ma jardinière. On a vu des choses quand même dans ces déserts incroyables, des plantes qui reçoivent pas d'eau pendant des années. Donc quand tu dis que c'est facile à cultiver, moi je dirais non, c'est très difficile. Parce que la moindre erreur de l'arrosage, et la plante, elle dégage. Donc ces plantes cailloux, dans la nature, sont pratiquement enterrées dans des terrains donc, qui sont relativement riches par rapport au reste du désert. Donc, comme ils sont relativement riches, il y a quand même des herbivores qui se baladent là-dedans et qui essayent de grignoter un petit peu les herbes. Et eux, ils se planquent, ça je vais prendre le langage à la Roland, ils se planquent en s'enterrant à moitié et il ne reste que la partie supérieure arrondie, qui en plus, cette partie supérieure a un truc particulier qu'on va voir tout de suite qui s'appelle une fenêtre et qui permettent donc à la plante de se fondre complètement dans l'environnement. Et si vous cultivez ça chez vous, eh bien, non seulement vous allez les cultiver dans des gravillons, dans du sable grossier,
Mais en même temps, je vous conseille vraiment de mettre des petites pierres, des graviers autour, pour dire où sont mes fleurs. Alors quand je dis où sont mes fleurs, on va voir, la floraison, elle est sublime. Alors pourquoi est-ce que je parlais de fenêtres? Oui, c'est quoi ce truc-là là? J'ai pas capté. Là. Ah, tu n'as pas capté? Mais non. Bien, en fait, quand on regarde bien la face supérieure d'une plante caillou, alors pas simplement du lithops, il y en a une d'ailleurs qui s'appelle Fenestraria. On voit bien qu'il y a la fenêtre. Eh bien, c'est l'épiderme qui est devenu translucide. Et à quoi il sert? Eh bien, tout simplement à permettre le passage de la lumière, parce que la photosynthèse, les éléments actifs pour la photosynthèse, donc les chloroplastes, sont à l'intérieur. Donc il faut que la plante trouve des artifices, des idées, des choses malines, si je puis dire, pour pouvoir sortir tranquillement dans la journée aussi sans être cramée. Donc elle a besoin de prendre la lumière par quelque chose de tout petit, sans exposer complètement son corps, qui lui risquerait d'être brûlé. Et d'ailleurs, elle a quand même prévu le risque, parce que quand vous regardez, c'est très épais. C'est épais, oui, c'est clair. Donc, oui. Alors, c'est pas aussi dur qu'un caillou, mais c'est quand même vraiment très bien. Alors, je vous ai évoqué la floraison. La floraison, elle est top. Pour quelle raison? C'est que la fleur, elle est plus grosse que la plante. Elle apparaît au sommet, alors elle ne dure pas forcément très longtemps, ça dure 3-4 jours. C'est souvent soit blanc, soit jaune, comme une sorte de marguerite dont les ligules seraient très 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 fines, et vraiment c'est très très joli. Alors la plante, elle ne dépasse pas 5 cm de haut, c'est tout petit tout. Et elle-même, c'est quoi? C'est une réserve d'eau. En fait, c'est pour ça que tu disais une plante succulente, parce que succulente, ça veut dire qui est gorgée de sucre, et elle a besoin de ça pour pouvoir tenir le coup dans ces déserts. Dans les déserts, il fait froid aussi. Oui, c'est ça, ça parle de la chaleur et de la fenêtre. J'espère qu'il y a des volets, parce que ça peut pincer un peu. Alors, si on veut, il y a des volets qui sont liés à cette épaisseur de tissu qui permet à la plante donc d'être vraiment pas insensible, mais presque à des températures basses. 5-6 degrés, elle tient bien le coup. Donc ça veut dire que si vous la cultivez chez vous, il faudra penser notamment en hiver à faire en sorte que la température baisse sérieusement dans l'endroit où elle va se trouver. Bon, on va l'élever en fait un peu comme des cactus, parce qu'on fait le même principe sur les cactus. Pas d'arrosage pendant l'hiver, un peu de fraîcheur aussi. Exactement. Et puis un arrosage avec parcimonie printemps-été. C'est tout à fait ça. Alors surtout, jamais plus d'un arrosage par semaine. Et puis quand vous la mettez dehors, parce que ça vaut le coup de les mettre en extérieur pendant l'été, il faut les mettre dans un endroit qui ne reçoit pas la pluie. Parce que s'il pleut 3 ou 4 jours de suite, votre plante, elle va être fichue. Alors ce qui est rigolo aussi à dire sur le lithops, c'est que c'est une plante qui est formée uniquement de 2 feuilles. Elle ne fait pas tout un ensemble de feuilles comme certains autres succulentes. Elle a seulement ces 2 feuilles. Mais ces 2 feuilles, elles ne sont pas éternelles. Et à un moment donné, vous allez voir votre lithops qui va se rabougrir, mais on va dire, ça y est, ma plante, elle est foutue. Eh bien non, si vous ne l'avez pas arrosée, vous la verrez se redémarrer au printemps, parce qu'elle aura pompé tous les éléments, toutes les réserves qu'il y avait à l'intérieur de ces feuilles, au niveau de sa souche, pour revivre le plus possible au printemps. Alors il y a d'autres genres, évidemment, qui s'appellent comme Argyroderma. Alors Argyro, ça veut dire argenté, et derma, c'est la peau, donc il y a pas mal d'espèces. Tout ça, c'est de l'Afrique du Sud. Enfin, ça se ressemble. Non, il y en a une qui ne se ressemble pas, c'est le Conophytum. Alors, le Conophytum... oui, déjà, ça commence mal. Mais non, il n'est pas aussi conon que ça. D'ailleurs, il y en a 110 espèces, alors que, par exemple, sur les autres, il y a souvent que quelques espèces. Par exemple, les Pliospios, il n'y a que 5 espèces. Enfin, voilà. Et les Conophytum, eux, ils forment plutôt des petites colonies, et ils ont des formes de feuilles plus coniques, on va dire, et qui ont toujours aussi, comme les lithops, ces 2 feuilles charnues. Mais ils sont en colonie, et ça fait quand même quelque chose de très très sympa. Donc c'est pas extrêmement spectaculaire. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir essayé de comprendre comment ces plantes arrivent à se dissimuler en se confondant avec l'environnement. Et puis, bon, si vous trouvez un jour une plante qui s'appelle Fritia,
eh bien alors là, c'est que vous êtes vraiment très très fort, parce que c'est une plante aussi caillou, mais qui est quand même relativement rare. De même, alors ça c'est moins rare, mais les Dinteranthus. Dinteranthus, la fleur de Monsieur Dinter, hein, ça aussi. Alors elle, dans la nature, elle est très très rare, parce qu'on la voit juste à la frontière de la Namibie, tout au nord de l'Afrique du Sud. Donc c'est vraiment un endroit où il n'y a que des pluies en automne. Toute l'année, le reste du temps, il fait sec. Donc voilà, c'est des plantes qui ressemblent à des lithops, mais plus gros, les Dinteranthus. Voilà, je vous ai essayé de vous parler. Et on peut les trouver, hein, on peut oui. les trouver en jardinerie, dans le rayon cactus. Souvent, on en trouve. C'est Souvent, intéressant. on trouve des plantes cailloux, donc vous vous faites plaisir, vous montrez ça à vos enfants, ils vont trouver ça génial. Et c'est là-dessus qu'on va terminer cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu. Roland, merci de l'avoir passé avec nous. C'est moi qui te remercie, mon cher Patrick. Et on va le retrouver donc sur tous les sites internet possibles, imaginables, les réseaux sociaux et même sur France Bleu. Je remercie la technique avec Stéphane qui était donc aux manettes pour nous faire le son. Miguel, imperturbable derrière ses 4 caméras. Ah, il nous fait un petit sourire quand même. Il a du mal. Hein. C'était notre Mexicain basané et qui est pas allongé sur le sol. Il y a aussi Nicole, il y a aussi Marilyn, il y a aussi Perle. On les embrasse et on vous dit à la semaine prochaine et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis, d'un conseil? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr.